Non mais tout à fait. Emmanuel Macron est le seul président de la République où le pouvoir d'achat sur son premier quinquennat a baissé. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat des Français en valeur a baissé sur les 5 dernières années. Or, comment vous pouvez demander aux gens de faire des efforts, d'être davantage, d'en faire toujours plus avec toujours moins? Comment vous pouvez en demander à vos services publics, aux Français, de se serrer la ceinture et vous-même, vous faites des dérapages qui sont considérables? Il faut que les pouvoirs politiques, et notamment le chef de l'État qui quand même incarne les institutions, soient exemplaires. Quand vous regardez, je souscris à ce qu'a dit Georges, quand vous regardez depuis 2008 les dépenses de l'Élysée, les dépenses de l'Élysée ont baissé sous Nicolas Sarkozy. Elles ont baissé de 2% entre 2008 et 2012. Elles ont baissé sous François Hollande entre 2012 et 2017. Emmanuel Macron, c'est le seul président où les dépenses ne baissent pas et le pouvoir d'achat des Français, qui du coup souffre à cause de l'impôt, le pouvoir d'achat des Français s'est érodé. Donc ça pose véritablement un problème d'exemplarité des pouvoirs publics et d'Emmanuel Macron, d'autant plus qu'après, on dit souvent, l'argument c'est les résultats à l'international. Mais quels sont les bons résultats à l'international d'Emmanuel Macron? Je pose la question. Avec quel pays nos relations sont meilleures aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2017. Les relations ne sont pas meilleures avec la Russie, les relations ne sont pas meilleures avec le Royaume-Uni, les relations avec les États-Unis ne sont pas très bonnes, il y a peut-être l'Inde éventuellement, peut-être éventuellement le Canada, mais hormis ça, les relations avec le Maroc ou l'Algérie avec le Maroc, c'est un peu compliqué. Sont ça, pas meilleures. Avec l'Afrique, vous avez raison, Georges. on est battu en brèche en Afrique. Les relations ne sont pas meilleures avec la Chine également. Donc, en gros, les cocktails, les dîners, etc., ça a servi à rien. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, Mathieu Hoc. Surtout, et ce qui est marquant, c'est que les organisateurs de ces Jeux Olympiques, le comité olympique, etc., disent à chaque fois que lorsqu'on émet une critique, un doute sur les choix qu'ils ont faits, ils nous disent à chaque fois c'est pas normal, ou même Madame Hidalgo disait vous êtes des peines à jouir, vous n'arrivez, j'ai oublié l'expression, c'est vrai. Vous ne vous contentez pas de ce qui vous est proposé. Mais la réalité, c'est que c'est notre argent, c'est l'argent des Français, c'est l'argent des Parisiens notamment, qui a permis de financer justement la baignabilité de la Seine et le fait d'augmenter son niveau de salubrité. Le problème étant que, comme vous l'avez rappelé, c'est une question qui est liée à la pluviométrie qui est sur la ville. C'est-à-dire que dès lors qu'il pleut, dès lors qu'il y a des orages, effectivement, avec la Seine devient très polluée et imbaignable. Or, ce qu'il aurait fallu faire, si on voulait véritablement que la Seine soit baignable, c'est justement refaire toutes les infrastructures, les canalisations et l'adduction d'eau pour pouvoir justement permettre que la Seine puisse être baignable. Or, cela aurait représenté un coût financier considérable, je crois qu'il a été évalué par la Cour des comptes il y a quelques années à 20-25 milliards d'euros, un argent qu'on n'a absolument pas pour une épreuve des Jeux Olympiques. Et donc effectivement, moi je rejoins ce qu'a dit l'athlète belge, c'est-à-dire qu'en fait, on a pris en otage une épreuve. Surtout qu'il n'y a pas de plan B. Le plan B, c'est un duathlon. Ça n'a rien à voir avec un triathlon. Le plan B aurait été de déplacer l'épreuve quelques semaines avant, pour pouvoir justement. Oui, mais vous savez, à force de s'entêter, on va se baigner, on va y aller. Ça sera. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait annoncé qu'il se baignerait. Pour satisfaire les spectacles de certains. Quoi. Mais voilà. Mais il faudrait aussi, par rapport aux autres fleuves, il faudrait aussi que ce que Anne Hidalgo et Amélie Oudéa-Castéra se posent la question de pourquoi cela ne s'est pas fait à Londres, pourquoi cela ne s'est pas fait à Pékin, etc. La question que je me pose. Exactement. Mais si c'est pas fait, ou à Rome aussi, on ne se baigne pas dans le Tibre. Si on ne se baigne pas dans les fleuves européens, c'est qu'il y a un problème. Et donc, effectivement, ça pose la question de pourquoi s'entêter à ce point à vouloir mettre en place des épreuves. On sait que Anne Hidalgo veut faire de ces Jeux Olympiques une sorte de vitrine de la ville de Paris et des images dans un but peut-être de se représenter à la mairie de la ville, mais à quel prix? Et surtout, ça pose la question de la stupidité, on va dire, entre guillemets, de ces idées, puisqu'elles ne sont pas appliquées dans les autres pays occidentaux. Alors, je vous le dis carrément, Mathieu, vous avez 1 minute entre vous et Xavier. Sans quoi, je vous mets tout de suite dans la scène. Mathieu. Non, moi, je pointe une contradiction qui est dans cette cérémonie d'ouverture, qui était magnifique au demeurant. C'est que lorsque vous faites une cérémonie d'ouverture dans la ville de Paris, et non pas dans un stade, c'est-à-dire que vous la faites non pas pour les gens qui sont au stade ou qui sont sur place, vous la faites pour les gens qui vous regardent à la télé. Or, le problème, c'est comment vous voulez porter un message universaliste justement en vous attaquant à une partie de l'humanité, à une partie religieuse. Je pense qu'ils se sont trompés sur le message, c'est-à-dire qu'en fait, ils voulaient envoyer un message universaliste. Le problème, c'est qu'ils se sont coupés de nos traditions et en fait, on a fait, à la différence de Londres, un message qui n'a pas eu beaucoup de sens et beaucoup de portée. Mathieu, je ne vous ai pas donné la parole sur le sujet et je vous donne la parole juste après Xavier Refer. Moi, ce qui me marque aussi beaucoup, c'est effectivement les familles, la réaction des familles, la réaction des proches, la réaction de l'entourage, et c'est également la réaction du territoire. Et comme le montre le reportage
de Célia Barotte, c'est toutes ces photos qui sont affichées autour dans un territoire, puisqu'en fait, l'INA, d'une certaine façon, elle va devenir le visage d'un territoire, elle va devenir le visage du Bas-Rhin pendant des décennies encore. Et il faut quand même se rappeler, quand on a ce type d'affaires un petit peu sordides, les conséquences en matière de vie pour se refaire confiance au sein des populations, les conséquences en matière même économique, d'attractivité des territoires, ça a des impacts qui sont considérables. Et il faut le dire, moi je prends par exemple l'exemple souvent de d'Angers avec le démantèlement des réseaux pédophiles à la fin des années 90. Ça avait miné la vie des gens à Angers, et surtout ça avait créé une sorte de climat où les familles ne voulaient plus s'installer à Angers. J'ai suivi le procès, j'étais sur notre chaîne à l'époque, donc je connais bien l'affaire, évidemment, ça crée une émotion énorme. C'est une émotion qui est énorme, et on pense tout de suite à toutes les familles qui vont ensuite après avoir des enfants, qui vont ensuite après s'inquiéter dès lors que les enfants ne rentrent pas à l'heure chez eux, et donc c'est effectivement à tous ces gens-là auxquels je veux penser. Non, mais tout à fait, parce que Maduro, il faut rappeler quand même qui c'est, qui c'est, et puis sur son profil, et puis quelle est la politique qu'il a menée. Il a au moins 3 échecs majeurs. Le premier point, ça a été rappelé, c'est sur la lutte contre les narcotrafiquants, avec la politique du tout social. Et surtout, c'est qu'il avait demandé, et avec ses amis boliviens, etc., il avait demandé aux États-Unis d'arrêter ce qu'ils appellent la criminalisation de la politique de lutte contre la drogue et contre le trafic de drogue en arrêtant. Enfin, les États-Unis ont arrêté d'envoyer l'armée sous Barack Obama. Et donc, de fait, le trafic de cocaïne a explosé dans le monde. Et c'est aussi pour ça que nous, en France, on a une augmentation de la consommation de cocaïne aujourd'hui chez nous. Le deuxième échec, c'est un échec qui est politique majeur, puisque vous l'avez rappelé, effectivement, il a complètement fraudé les élections. Et c'est un modèle finalement que Jean-Luc Mélenchon valide d'une certaine façon. Et puis le troisième point aussi, c'est une personne qui déstabilise la région. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il s'est emmené, il a embarqué le Venezuela dans un conflit avec la Colombie, avec aussi le Guyana, qui est un petit pays aussi où il y a des réserves de pétrole importantes, pour pouvoir justement faire en sorte qu'il y ait un grand Venezuela, etc. Donc ça interroge quand même sur le modèle que prennent certaines des élites politiques françaises aujourd'hui, comme Jean-Luc Mélenchon.